thématique dont j'avais parlé, qui s'appelle Art et vie. Ah, je l'ai bien. Ah, je vais faire circuler. Non, je n'ai rien écrit, c'est absolument épouvantable. Je vais faire circuler ce carnet. C'est pas du tout. C'est une table de présence, enfin, c'est pour avoir à peu près quels sont les participants à ce séminaire. C'est ça, je vous ferai circuler, vous verrez. C'est un séminaire que je vais présenter moi-même, bien entendu. Mais il y a, alors je compte sur des participations et aujourd'hui c'est un peu l'organisation du calendrier de ce trimestre qui va être fait. Là c'est Thierry Briot qui est présent, doit intervenir également. Je te donnerai la parole d'ailleurs après que j'aurai fait une petite présentation. Il y en a d'autres, alors qui ne sont pas là d'ailleurs, mais sur lesquels je compte, et il faudra établir une programmation. Il y a également Alain Brossat, qui est professeur dans le département de philo, mais qui prend sa retraite, donc il est comme moi à partir de cette année et il a l'amabilité de s'associer pour une intervention également à ce séminaire. Donc, mais il faudrait que l'on précise un petit peu le calendrier de façon à savoir à quel moment on pourra demander à Brossat de venir. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont faites. Maintenant, je vais faire une présentation d'ordre un peu théorique, mais autour d'un texte, et en particulier je ne sais pas où ils sont d'ailleurs ces textes que j'avais pris, donc puisque je n'ai pas les textes, ah si, je l'ai ici, en particulier le commentaire un petit peu de cette petite feuille que j'ai fait graviter autour de cette reproduction. Elle est en couleur là, elle est plus jolie en couleur qu'elle n'est en noir et blanc, mais je n'en ai qu'une. Ah ben, en couleur je la fais circuler aussi. Mais je n'ai que celle-là parce qu'ils n'ont pas de photocopieuse couleur ici au département, de sorte que j'ai donné au département, on l'a rendu en noir et blanc. Alors je suis un peu dépité, mais qu'est-ce que vous voulez, ça me fait rien. Alors je disais dedans, il ne s'agit pas d'un séminaire consacré spécialement aux peintres James Ensor. Je ne sais pas comment se prononce Ensor. Alors je suppose qu'il le prononce, que ça se prononce Ensor, puisque c'est lui qui a fait une peinture qui est c'est un peintre belge de la fin du 19e et du début du 20e siècle, et qui a fait une peinture qu'il a intitulée, c'est pas celle-ci, d'ailleurs qu'il a intitulée avec un art en sort, l'art en sort, donc il y a une sorte de calembour qui n'est pas particulièrement spirituel, mais qui introduit dans l'activité artistique d'Ensor et également de tout le courant d'activité artistique dont il fait partie, une note qui est une note d'humour, et en même temps cette note d'humour est une note critique
dans un sens extrêmement large, envers la peinture, envers la société, envers lui-même, envers les institutions, etc. Donc je l'ai pris parce que cette peinture attire incontestablement l'attention, mais elle est essentiellement ouverte. J'entends par là qu'elle est emblématique, en quelque sorte, d'une problématique de l'art contemporain qui est essentiellement, sinon la plurivocité, je crois qu'on pourrait dire la plurivocité et la multiplicité des directions, mais au moins l'ambiguïté du sens, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas ici de chercher uniquement, mais elles y sont, les qualités formelles ou les qualités, d'une part les qualités représentatives, d'autre part les qualités formelles, mais en même temps les qualités de sens. Ici, il s'agit de quelque chose qui participe d'une façon large à ce qu'on appelle l'allégorie. Ce n'est pas une allégorie au sens propre du terme, mais c'est malgré tout quelque chose qui tient de l'allégorie, c'est-à-dire une histoire, une sorte de récit ou une sorte de trait, peut-être ici trait d'esprit, trait de calembour, qui renvoie vers des multiples réflexions, et comme je le disais, des réflexions de contestation, des réflexions critiques. Cet usage, alors je relie à cela, ce n'est pas non plus un coq à l'âne total, c'est quelque chose qui est contemporain, qui ne vise pas particulièrement en sort, qui est contemporain de la direction, on ne peut pas dire du mouvement de pensée et d'activité artistique dont il relève, c'est-à-dire une forme d'expressionnisme. C'est une remarque de Théodore Adorno dans Minima Moralia, exactement, je l'ai écrit. Je l'ai écrit ici pour que vous ayez. Ah, est-ce que j'ai quelque chose pour vous ayez? Je pense que j'ai écrit ici un nom connu de tout le monde, mais enfin, je l'ai écrit malgré tout. Adorno, comme beaucoup d'ailleurs, ça s'est fait, on le trouve de chez des auteurs comme Schopenhauer, Kierkegaard, et les Allemands aussi ont beaucoup aimé cela, donner des noms latins. Donc ce sont des réflexions, des petites réflexions, puisque Minima l'indique, de caractère moral. En fait, ce sont des réflexions sur la situation du monde contemporain, où, comme il le dit, il étudie ce qu'il appelle la vie mutilée. C'est-à-dire la vie contemporaine est une vie mutilée dans un sens également multiple dans ses significations, c'est-à-dire qu'elle est mutilée parce qu'elle est coupée de beaucoup de choses qui ont été abandonnées, un peu comme Marx au début et Engels au début du manifeste communiste, tout en critiquant l'ancien régime, tout en critiquant l'histoire antérieure et s'inscrivant dans une allure effectivement progressiste, révolutionnaire, parle cependant des valeurs qui ont été abandonnées, qui appartenaient à l'ancien temps, à remontant jusqu'à l'époque médiévale, valeurs de fidélité, de chevalerie, de confiance en l'homme,
d'union de l'homme avec la nature, etc. Enfin, tout un tas de choses qui font que l'archaïque en lui-même, par une sorte de paradoxe, reçoit dans la période contemporaine une signification que sans doute il n'avait pas dans une période intérieure où on croyait unilatéralement à l'unité du progrès. Ici, on s'aperçoit, et c'est cela depuis longtemps, puisque, je vous dis, il faut remonter à l'époque du manifeste communiste, c'était en 1848, mais même auparavant, puisque cela est noté chez d'autres auteurs, je cite simplement Charles Fourier, par exemple, le progrès est accompagné d'une série d'abandons, de disparition de valeurs anciennes, au sens positif du terme. Valeur, c'est-à-dire ce qui a un sens, ce qui a une valeur, ce qui donne un sens à la vie, ce qui la rend multiple, ce qui lui accorde, comme dit quelqu'un qui a appartenu un temps à cette école de Francfort, qu'ont fondé Horkheimer et Adorno, Marcuse, c'est une vie qui... C'est l'homme multidimensionnel a été remplacé par un homme unidimensionnel. C'est cet homme unidimensionnel, c'est celui qui est l'homme mutilé. Et dans un de ses notes, un de ses aphorismes, je sais peut-être le terme, par allusion à Nietzsche peut-être, qui écrivait lui aussi beaucoup de ses livres par fragments, Adorno écrit, la référence, c'est page 179. Il écrit la chose suivante, il fait une allusion, c'est un petit fragment que je lis en entier pour ne pas encore le minimiser, le réduire, dans le poème de Tracle. Tracle était un poète contemporain allemand. Qui est à peu près contemporain de Rilke, dans un poème de Tracle qui s'appelle tout au long, le terme allemand de ce poème, le mot allemand de ce poème de Tracle est Entlang en allemand. Entlang. Je ne l'ai pas lu d'ailleurs, je vous le cite uniquement dans la traduction, dans la citation d'Adorno, mais je ne me suis pas référé, j'ai noté ça assez rapidement, je n'ai pas eu le loisir de me référer au poème de Tracle. Si je vous le cite, c'est parce que vous aurez, moi-même d'ailleurs, vais le noter, le rechercher, vous aurez peut-être aussi la curiosité d'aller le chercher pour voir ce qu'il dit dans ce poème. Mais il a retenu ce vers, on trouve ce vers, « Dis-moi depuis quand nous sommes morts ». Alors c'est dans... Ah non, c'est également dans un autre... et alors ici c'est un autre sonnet. Alors dans un autre texte, Goldene Sonnette, Goldene, c'est-à-dire c'est des sonnets d'or, des sonnets dorés, mais qui ne sont pas de Tracle. Goldene, c'est ça. Un poète que je ne connais pas, qui s'appelle de Deubler. S'il y en a qui le connaissent, ils me le diront. Là aussi, c'est une recherche à faire, ça peut être intéressant. Non, ce n'est pas écrit de cette façon, c'est écrit de cette façon. Ah. C'est facile. Le tréma qui infléchit la prononciation de la voyelle se trouve sur le U,
et non pas sur le bas. J'ai fait une erreur. D'Eubler, il écrit combien il est vrai que nous sommes morts il y a longtemps. Cette idée d'ailleurs de quelque chose qui est mort en nous, ouvrirait des réflexions en arrière que l'on pourrait prolonger du côté de Hölderlin, de la disparition des dieux, etc. Mais là, je ne vais pas me lancer dans une analyse de cet ordre. On pourrait la prévoir, d'ailleurs comme orientation également, dans le courant du séminaire. Mais je m'en tiens tout simplement à cette prise de conscience tout à fait récente et à cette expression dans des poètes qui se sont qualifiés eux-mêmes d'expressionnistes de cette indication de la mort, non pas que ce soit une lamentation, mais une satisfaction éprouvée, satisfaction morbide éprouvée à l'égard de la mort, mais c'était quelque chose qui met en évidence cette idée que quelque chose est mort en nous, dans notre civilisation, car il ne s'agit pas dans ce nous simplement de l'individu qui parle, il s'agit de ses contemporains, il s'agit de la société, de la civilisation à laquelle il appartient. Et je termine là cette petite digression sur le commentaire d'Adorno qui est ajouté à ces citations. Combien il est vrai que nous sommes morts, il y a longtemps. Alors il commente, c'est Adorno qui commente, l'unité de l'expressionnisme. L'expressionnisme, c'est ce mouvement qui existe en peinture, mais qui existe également en Allemagne, tout au moins dans le domaine de l'art. En France, je ne pense pas qu'il y ait de poètes qui se soient appelés, proprement parler, expressionnistes, contrairement à l'époque de la littérature germanique. Alors, l'unité de l'expressionnisme consiste, ça c'est Adorno qui écrit, consiste à exprimer ce fait que les hommes, alors là on retrouve un langage propre à Adorno et à Horkheimer dans Minima Moralia, que les hommes devenus totalement, que l'expressionnisme consiste à exprimer ce fait que les hommes devenus totalement étrangers les uns aux autres et en qui la vie s'est retirée sont du même coup morts. Voilà quel est le sens, voilà pourquoi je mettais ici la reproduction de cette peinture de Jen Hanseur, parce que lui-même s'insère dans ce mouvement de l'expressionnisme par la voie picturale, commandant une quantité d'autres peintres qui se sont inspirés de lui d'une façon plus ou moins directe, et de mouvements expressionnistes, mouvements également, même s'il est représentatif de l'art abstrait comme Klee, par exemple, qui se recommande danseur qu'il admirait beaucoup, et de tout un mouvement de ce que l'on pourrait appeler le retour d'une pensée, si l'on peut parler de pensée picturale, d'une pensée allégorique ou d'un allégorisme très généralisé dans ce courant de la fin du XIXe et du début du XXe siècle et qui s'est prolongé vraisemblablement jusqu'à nos jours. C'est-à-dire ce courant expressionniste qui a différents aspects, qui se rattache lointainement à celui du baroque, comme l'a montré et indiqué très justement Walter Benjamin
dans son étude sur le drame baroque, est un courant qui ne se complaît pas dans la mort, très certainement, puisqu'il est au contraire, par bien des aspects, et en particulier dans le mouvement allemand contemporain, d'ailleurs à cette époque, qui s'appelle Die Brücke, le pont, qui a donné lieu qui a donné naissance à un grand nombre de peintres en Allemagne, de la même façon que le mouvement fauviste a donné naissance à un grand nombre de peintres, est consacré à l'exaltation de la vie. Mais c'est l'exaltation d'une vie qui prend comme repoussoir, en quelque sorte, comme emblématique inversée, non pas pour s'y complaire, mais pour l'utiliser d'une façon critique à l'égard de la civilisation contemporaine, la tête de mort. Et qui par là rejoint, d'ailleurs, je citais le baroque, rejoint le baroque, comme on peut le voir à travers d'autres formes de représentation que je n'ai pas ici, mais que je signale, plus contemporaine d'ailleurs, plus récente que Jeanne Ranseur, comme Andy Warhol, qui a consacré toute une série extrêmement intéressante au crâne, à la tête de mort, ou même, comme je l'ai vu récemment, pas plus tard qu'au début de la semaine, Georges Braque, dans une peinture de 1950 que j'ai relevée, qui est très certainement en relation avec une réflexion sur l'expressionnisme, et qui s'appelle d'ailleurs, en reprenant une expression de l'art baroque, vanité, dans un sens encore plus littéral, puisqu'il y a une tête de mort, et d'autre part un crucifix, comme dans beaucoup de vanités baroques. Celle date de 1940-45, d'ailleurs elle est en relation, étant donné qu'elle a été, que c'est une peinture qui date de la guerre, elle est aussi en relation avec quelque chose qui dans le monde et dans l'enthousiasme progressiste contemporain, venant après des expositions universelles comme celle de 1937 ou des expositions à l'exaltation de la civilisation à la fois culturelle et marchande, a apporté le désastre du nazisme et de la guerre de 1940. Donc la tête de mort vient ici fort à propos dans cette réflexion qui est celle de Braque, qui, dans le prolongement beaucoup plus récent que l'expressionnisme, se détachant d'ailleurs que l'expressionnisme, enfin je ne fais qu'ici le citer, parce que en parler serait beaucoup plus long, s'est retourné ainsi, aussi s'est agrégé, si l'on peut dire, à un mouvement beaucoup plus ancien, qui est celui du baroque, de l'expressionnisme, de cette réflexion sur la peinture, en tant à la fois qu'exaltation de la vie, et aussi vanité, dans un sens un peu voisin, de la réflexion de Pascal, qui lui ne réfléchit pas positivement sur la peinture, mais au contraire en critique la vanité que la peinture, dans une pensée que tout le monde connaît, et qui est dirigée justement vers la vanité de la représentation. Donc nous voyons ici un champ, une perspective ouverte très intéressante, qui allant bien au-delà sans doute à la fois de l'anecdote et même de l'œuvre, de la personnalité, de la singularité de l'ensemble des peintres qui l'ont représenté. Voilà ce que j'avais noté moi-même au crayon, simplement, tu peux le faire circuler, cette vanité de Georges Braque que vous pouvez voir à l'exposition Braque du Grand Palais. Je crois qu'elle est au Grand Palais. Je pense que c'est ça.
qui était très intéressant, qu'on pourrait relier d'ailleurs par des recherches qui sont extrêmement faciles, à d'autres utilisations d'ailleurs de ce thème de la vanité baroque, qui très certainement se trouve aussi chez Cézanne, qui a eu une période expressionniste, ou chez d'autres auteurs, il faudrait le rechercher. Je n'ai présent à l'esprit que l'utilisation systématique et vraiment thématique de Hanseur dans son ensemble très considérable consacré au squelette et à la tête de mort, ou d'Andy Warhol, chez qui, je ne l'ai pas ici, j'avais également noté de la même façon la tête de mort d'Andy Warhol, que je n'ai pas ici. Elle avait paru, je crois, dans la revue Chimère, à qui je l'avais donnée, et on l'avait mise, mais je ne l'ai pas ici sous les yeux. Mais vous voyez ici l'utilisation, je fais circuler, vous me le rendez, du thème de la mort, du squelette, de tout ce qui lui est lié chez Andy Warhol, mais en relation, chez Hansor, mais en relation, encore une fois, avec une exaltation qui est celle de la vie. Je passe à la seconde partie de mon petit exposé qui va avoir comme thème, justement, cette relation de l'art et en particulier de l'art pictural, à moins que je n'ai perdu ma citation, non, je l'ai ici, avec la vie. C'est un texte que je tiens à lire in extenso, il n'est pas long d'ailleurs, et que j'ai recopié dans Deleuze, Différence et répétition, vers la fin du livre, où il y a une sorte de récapitulation d'ensemble du mouvement de sa pensée et de l'utilisation de ces termes de différence et répétition. Page 375, je le note, dans l'édition originale. Maintenant, je ne sais pas dans quelle... ça a été réédité plusieurs fois, mais ça doit se trouver à peu près par là. C'est vers la fin de l'ouvrage où il y a un grand passage récapitulatif, d'où je tire ceci. Peut-être est-ce l'objet le plus haut de l'art, il ne cite pas ici, il ne dit pas de quel art il s'agit, mais on peut penser qu'il s'agit essentiellement peut-être de l'art pictural, comme on le verra par la suite. Peut-être est-ce l'objet le plus haut de l'art de faire jouer simultanément toutes les répétitions, celles de l'habitude, celles de la mémoire, physique, psychique, nu, il utilise cette expression, nu, vêtu, par allusion à... nu, vêtu, où c'est que je trouve l'expression de nu, vêtu, qui forme une sorte d'expression toute faite là. Donc, ça se trouve, ça, où l'on utilise... on l'utilise à propos de concepts artistiques, esthétiques, comme beauté, nu ou vêtu, mais il est également utilisé d'une façon peut-être plus métaphorique même, mais dans quel sens? Enfin, on le retrouvera. Avec leurs différences de nature et de rythme, leurs déplacements et leurs déguisements respectifs, leurs divergences et leurs décentrements, de les emboîter les unes dans les autres et de l'une à l'autre, de les envelopper dans les illusions dont
l'effet varie à chaque cas. Dans chaque cas, j'avais lu à chaque pas, mais ce n'était pas non plus impossible, mais il n'a pas écrit à chaque pas, il a écrit dans chaque cas. L'art, alors on voit que ça se rapporte directement donc bien à l'art plastique parce qu'il écrit ce qu'est une explication, d'ailleurs un commentaire. Alors il parle de l'art qui fait jouer un ensemble de répétitions, c'est-à-dire d'images mémorielles, d'images habituelles, de l'expérience courante, de concepts et d'associations qui sont liés à ces images, etc. Tout cela entre, comme lorsque l'on raisonne, lorsqu'on essaie de commenter, d'ajouter un petit commentaire explicatif à cet art en sort, ce dont je n'ai fait qu'une toute petite effleurer la signification, on peut la continuer d'ailleurs, parce que allons chercher pourquoi le hareng. Je signale ici, pour ceux qui ne sont pas originairement de langue française, que dans mon écriture, j'ai fait intentionnellement une faute de français, parce qu'il faudrait mettre le hareng, puisque le H est aspiré dans le mot hareng. On ne dit pas l'harenceur, pas plus qu'on ne dit l'haricot, on dit le harenceur. Mais pour faire saisir le calembour de danseur, il fallait bien mettre l'art en sort. Donc on était obligé de faire une faute de français. Mais il faudrait commenter ce que je laisse à votre disposition d'ailleurs, aussi le harenceur et la dispute des squelettes. Là je n'ai commenté et je n'ai indiqué d'une façon tout à fait hâtive l'orientation de la tête de mort. On voit qu'elle est grande, qu'elle est multiple, je veux dire, qu'elle est fructueuse, mais il faudrait chercher à analyser, à approfondir l'analyse un petit peu dans le sens. Je reviens à Deleuze, l'art n'imite pas, mais c'est d'abord parce qu'il répète, et répète toutes les répétitions, de par une puissance intérieure. L'imitation est une copie, mais l'art est un simulacre. Cette différence entre copie et simulacre, la valeur du simulacre empruntée à l'atomisme de Lucrèce, dans de la nature de Lucrèce, est analysée plus longuement par Deleuze dans Logique du sens, à quoi je renvoie ici pour saisir peut-être la puissance du simulacre. Le simulacre n'est pas quelque chose qui est un inessentiel, c'est au contraire ce qui est la nature profonde des choses, la nature du corps même. Le simulacre, c'est l'atome. C'est ce qui se trouve être le résultat de la décomposition, de la recherche du dynamisme interne et moléculaire qui constitue chaque chose et qui nous atteint, qui nous touche, qui nous devient sensible précisément par l'intermédiaire de ces simulacres. Ce n'est qu'à ce moment-là, ce n'est que par ces rencontres, par ces contacts infra-atomiques, subatomiques, atomiques et subatomiques, que nous nous rendons compte, que nous prenons conscience qu'il y a un monde, que le monde nous affecte, que nous sommes en relation avec lui. Donc le simulacre n'est pas du tout quelque chose qui est un amoindrissement, une simple répétition diminutive en quelque sorte de l'objet, que l'on traduit également sous le terme de copie. D'ailleurs le mot de copie exprime bien le fait qu'il y a quelque chose qui est de seconde main, qui vient ensuite, qui se réfère à un original, tandis que le simulacre ne se réfère à aucun original, il est l'original même. Il est celui qui donne naissance, précisément,
à tous les originaux, de la même façon que, bien qu'il ne s'agisse pas du tout de la même chose, mais enfin il peut y avoir une analogie, qu'on pourrait dire que dans le passage de l'existence d'un signe virtuel au signe réel, on ne peut pas dire qu'il y a de l'écriture virtuelle, par exemple, dans un ordinateur à l'écriture réelle, on ne pourrait pas dire qu'il y a passage de l'objet à sa copie, il y a action du simulacre. Il n'y a pas d'original, en quelque sorte. Tout est aussi original l'un que l'autre. C'est l'original qui donne naissance à la réalité, en quelque sorte, le simulacre. C'est pourquoi il écrit « L'imitation est une copie, mais l'art est simulacre ». Il précise, il renverse, c'est-à-dire l'art, il renverse les copies en simulacre. Là, il a utilisé le mot renverse. Oui, c'est ça. Il fait que ce qu'on appelle les copies, c'est ça. Je pense que Deleuze veut dire ça. Il renverse les copies en simulacre. La phrase n'est pas très claire en elle-même. Mais je pense que ça voudrait dire... il révèle que ce que nous pourrions penser comme étant des copies sont en fait ont la consistance du simulacre. Même la répétition la plus mécanique, je continue la lecture, même la répétition la plus mécanique, la plus quotidienne, la plus habituelle, la plus stéréotypée, trouve sa place dans l'œuvre d'art, étant toujours déplacée par rapport à d'autres répétitions et à condition qu'on sache en extraire une différence pour ces autres répétitions. Là, une phrase qui se comprend directement sans beaucoup de commentaires, mais qui n'est pas très claire non plus dans la compréhension qu'on peut avoir, parce qu'elle s'éclairerait si on lui donne des applications, des exemples. Lorsqu'on dit même la répétition la plus mécanique, la plus quotidienne, la plus habituelle, la plus stéréotypée trouve sa place dans l'œuvre d'art, étant toujours déplacée par rapport à d'autres répétitions, à condition qu'on sache en extraire une différence pour ces autres répétitions, ce n'est pas très clair. On peut l'éclairer peut-être si l'on pense au déplacement très important qui s'est situé au milieu à peu près du 19e siècle, au moment où on a passé dans l'intérêt porté à l'œuvre d'art, d'une part de la discipline, par exemple dans l'art plastique, de la catégorie à laquelle elle appartient, puisque autrefois on pensait la grande peinture, la peinture de genre, la peinture d'imitation, la peinture paysagiste, où c'était l'objet qui commandait en quelque sorte l'intérêt que l'on pouvait porter à l'art, et au moment où, ce qui s'était d'ailleurs produit déjà, ce n'est pas la périodisation 19e siècle, 18e siècle n'est pas tout à fait exact, puisque ne serait-ce que Chardin, il avait déjà porté son attention, par exemple, sur les natures mortes, sur les pommes, sur les fruits, sur les tables, sur des objets considérés comme vulgaires, de la même façon que dans le domaine de la littérature, lorsque Victor Hugo écrit son fameux « Je mis un bonnet rouge » au vieux dictionnaire, il pense à une sorte de prolétarisation de l'art qui devient plus populaire, mais il n'en a pas été l'inaugurateur. Ce bonnet rouge, on le trouve dès le Moyen-Âge, dès les papillons, etc. De la même façon, l'intérêt pour la nature morte
on le trouve dès la Renaissance et même antérieurement, on le trouve dans l'art romain, grec, etc. Donc la périodisation n'est pas toujours très exacte. Mais dans un champ relatif, on peut quand même appuyer une réflexion, une démonstration sur cela, bien qu'en mentionnant la relativité. Mais je pense par exemple ici, mettons un fruit, un légume de Cézanne, une asperge par exemple de Manet, bon, sont des choses qui sont des objets de la consommation courante, de la vie quotidienne, mais qui dans la répétition artistique prennent une autre signification. Alors, il passerait, on pourrait dire, en utilisant un autre texte de Deleuze et Guattari, qui se trouve dans leur analyse de l'art, et particulièrement de la peinture, dans Qu'est-ce que la philosophie, on pourrait dire qu'on fait passer cela du rang de perception au rang de percepte, les deux mots étant, ou d'affect, les deux mots étant confondus dans le vocabulaire courant, mais prenant dans ce vocabulaire philosophique deleuzien et guattarien une signification particulière, l'affect étant précisément ce qui, on pourrait dire, ce qui n'est pas non plus tout à fait exact, existe en soi, et érigé tout à coup, et répété, mais répété à l'égard de quelque chose qui échappe à cette répétition qu'il appelle stéréotypée, et que le peintre, comme il le dit, ou l'artiste, qu'on sache en extraire, c'est ça, une différence. C'est cette différence qui est extraite par le peintre représentatif. On parle toujours là au niveau du figuratif, ou de ce qu'on appelle le représentatif. C'est autre chose, mais peut-être dans cette continuité sera le moment où l'on aborderait des problèmes qui sont ceux de la peinture sans objet, si l'on peut dire, qui s'est détourné même de cette relation à la représentation, de cette relation à la figure. Autre problème que j'évoque, qui est bien connu, mais je ne veux pas en traiter non plus maintenant. Plus notre vie quotidienne apparaît standardisée, stéréotypée, soumise à une reproduction accélérée d'objets de consommation. Parce que la reproduction veut dire aussi ça, c'est la reproduction des objets de consommation, c'est la reproduction du capital dans les textes célèbres que l'économie politique, et Marx en particulier, a consacré, etc. Et plus notre vie quotidienne apparaît, alors je relis pour que le fil de la pensée soit bien présent, plus notre vie quotidienne apparaît standardisée, stéréotypée, soumise à une reproduction accélérée d'objets de consommation, plus l'art doit s'y attacher et lui arracher cette petite différence qui joue d'autre part et simultanément entre d'autres niveaux de répétition, et même faire résonner les deux extrêmes des séries habituelles de consommation avec les séries instinctuelles de destruction et de mort. La phrase est très riche et nous tend un petit peu dans différents sens. J'ai parlé de l'ambiguïté, mais là, elle rayonne dans différentes directions. Mais enfin, je la lis et la donne comme telle. De joindre ainsi le tableau de la cruauté et celui de la bêtise, découvrir sous la consommation un claquement de mâchoires hébéphréniques, là on sent des claquements des mâchoires, des squelettes sur le hareng sort, debout là. Ils tirent, et chacun tire sur la partie du hareng. Ça illustre fort bien
le passage, je ne l'ai pas cherché, mais dans la réflexion, ça illustre fort bien ce passage. Faire résonner les deux extrêmes des séries habituelles de consommation avec les séries instinctuelles de destruction et de mort, joindre ainsi le tableau de la cruauté à celui de la bêtise, là aussi c'est tout à fait ça, à la fois. Ils sont à la fois cruels et bêtes, et on ne peut pas supposer de bêtises plus grandes que celles de ces crânes, c'est absolument incontestable. De la bêtise, où c'est que j'en suis? C'est découvrir sous la consommation un claquement de mâchoire, ça c'est pas mal, un claquement de mâchoire hébéphrénique, l'hébéphrénie, c'est en général, c'était une sorte de schizophrénie précoce, mais je ne sais pas si c'est cela qu'il entend par hébéphrénie, parce qu'il est écrit, parce qu'il y a une sorte d'apologie de la schizophrénie plutôt de la part de Deleuze Guattari dans l'anti-Oedipe, tandis que là, il a l'air d'en parler de façon négative. Mais enfin, là aussi, il y a deux aspects dans la schizophrénie. Il y a deux aspects. Il y a un aspect, comme il le montre dans deux régimes de fous, il y a un aspect qui est un aspect créatif, mais il y a également un aspect négatif et destructif. Un claquement de mâchoire hébéphrénique et sous les plus ignobles destructions de la guerre, encore des processus de consommation, reproduire esthétiquement les illusions et mystifications qui font l'essence réelle de cette civilisation, pour qu'enfin la différence, il le met avec un grand D. La différence, ça ne veut pas dire qu'elle soit une sorte d'idée transcendante supérieure, mais c'est sans doute pour marquer justement le caractère universel de cette différence qui ne peut pas être réduite à une de ces simples catégories, pour qu'enfin la différence s'exprime avec une force elle-même répétitive de colère, capable d'introduire la plus étrange sélection, ne serait-ce qu'une contraction ici ou là, c'est-à-dire une liberté pour la fin d'un monde. Je ne sais pas ce qu'il a pensé en Hanseur, mais si l'on prend comme application de cette phrase, ça y correspond parfaitement bien, parce qu'il y a chez Hanseur ces différents aspects d'un attachement au monde réel et au monde de la représentation la plus courante. Il y a quelque chose qui est également à la fois dans son œuvre, dans sa vie, une sorte de solitude, d'irritation contre le monde et en même temps d'adhésion à ses valeurs. Il n'a rien d'un révolutionnaire particulièrement, mais en même temps, il y a une affirmation de refus, de liberté. Et il y a quelqu'un d'autre dont je ne cite que le nom, mais dont il faudrait parler à ce sujet, d'ailleurs, c'est Nold, qui est un des plus remarquables, un des plus signalés parmi les expressionnistes allemands de cette période, hors de toute école. Je ne me rappelle plus quel est son nom, quel est son prénom, mais de Nold... Émile, non, c'est pas... Émile. C'est Émile. Comment tu s'appelles? Émile, c'est ça, qui a été... qui n'a pas appartenu au mouvement expressionniste proprement dit, mais qui reste assez beurre et dont toute l'œuvre recouvre un petit peu cette période, et même tragiquement, puisqu'il a à la fois cru pouvoir provisoirement adhérer à l'époque nationale-socialiste, mais en même temps, il a été à ce moment-là mis à l'écart, saboté, etc., bien que n'ayant pas été liquidé et persécuté comme d'autres, comme par exemple Freundlich ou d'autres qui se sont exilés. Donc c'est
aussi, je ne sais pas, Ansor était mort à cette époque-là, je ne sais pas quelles sont les dates exactement de Ansor, vous devez l'avoir là-dessus, je vous avais donné un petit papier à Ansor. Attendez, j'en ai en Ansor, 1880, non, attendez, quand est-ce qu'il est né? Il est né en 1860. En 1860, et il est mort, oui, bon. 1939. Oh, il est mort, je ne sais pas à quelle époque. 49. À l'époque. Au début du XXe siècle. Donc il est après-guerre, il est mort après-guerre. À quelle époque? Il est mort en 49. En 49 après-guerre. Après la guerre. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant la guerre alors? Il a été. Il est parti. C'est trop tard, évidemment. Ce n'est pas très clair. J'ai ça pour la prochaine fois. Et on parle ici de la férocité dont il fait volontiers preuve à l'égard de ses contemporains. Mais cette férocité n'a rien à voir, effectivement, avec une adhésion au nazisme, mais une férocité critique. Et là-dedans, on ne parle pas du tout de la fin de... je vous ai fait circuler des pages photocopiées où l'on doit parler de Ansor là-dedans. Ce sont des pages dans lesquelles il y a sa vie. Non, Prenez ici. C'est ça, oui. Attends. De sa vie. Ah mince, alors, je vois 1860, 1900, qu'est-ce qu'il y a marqué là-dessus? Ça va le prix. 1949, effectivement. 1949, mais on ne dit pas. Malheureusement, je n'ai pas ici. Parce qu'il parle on parle ici, c'est un article qui est fait par une directrice du musée d'Anvers, ou je ne sais pas lequel, mais elle parle de son œuvre, des variétés de sa peinture, et très curieusement, cette peinture semble s'arrêter au début du siècle, puisque ça n'a pas l'air d'aller au-delà de 1890. Pourtant, il participe, c'est ça. Il annonce l'Art Nouveau. L'Art Nouveau, ça de l'art de 1900. Tantôt brisé, saccadé, tantôt bouqué, etc. Un certain nombre de tableaux dont semblent avoir été retravaillés après leur première exécution, introduit des éléments fantastiques. Enfin, dans son âge mûr, mais son âge mûr, il n'est pas totalement né dans un âge mûr. Quel âge il était? Quand la guerre a commencé, il avait 89 ans. Oui, c'est ça, puisque s'il est né en 1860, il avait 40 ans en 1900, et en 1949, 40 et 49, 89 ans, il était plus jeune que moi. Mais ça ne veut pas dire que je mourrai. Oui, c'est ça. Tout de suite, mais on ne dit pas, là, quand est-ce qu'il est mort, ni ce qu'il a fait. Donc il a l'air, il y a un trou entre quasiment 1900 et c'est 1949. Ça aussi, c'est une recherche. Je demande à ceux qui veulent rechercher, la prochaine fois, vous me donnerez, je le chercherai moi-même, mais vous me donnerez le renseignement. Remarquez, avec l'aide de l'ordinateur, on n'a pas de grande difficulté pour voir les éléments
les éléments biographiques de l'auteur, là vous le trouverez. Mais c'est curieux que ça n'ait pas été donné sur ces textes, ni sur celui-ci. Ne me le perdez pas, je vous le fais circuler, mais à une condition stricte, rigide, que même si moi je n'y pense pas en sortant, vous me le rendez, parce qu'une fois j'ai fait ça relativement à un petit machin comme ça, il a disparu. Alors là, je le fais circuler uniquement pour qu'on le regarde, mais vous me le rendez scrupuleusement. Je termine, alors dans ma lecture que j'avais laissée de côté, qui était, bon, on reviendra à tout cela, mais je veux terminer pour ne pas vous retenir, pour vous embarrasser plus longtemps. Chaque art a ses techniques de répétition, donc étant cette idée qui ne concerne pas simplement l'art plastique, chaque art a ses techniques de répétition imbriquées, dont le pouvoir critique et révolutionnaire, c'est l'idée que je retiendrai en terminant, donc critique, c'est-à-dire de contestation, pour relier à ce que disait Adorno et au thème de Minima Moralia, au moment précisément de la vie mutilée contemporaine, c'est quelque chose qui va lutter et jeter en quelque sorte la figure de la tête de mort de façon critique, ironique, humoristique, comme une provocation, en même temps d'ailleurs que cette exaltation de la vie qu'on verra dans la possibilité qu'a l'art d'utiliser, de déformer, de répéter différentiellement, dans le sens deleuzien, les objets de la vie quotidienne. Chaque art a ses techniques de répétition imbriquées, dont le pouvoir critique et révolutionnaire peut atteindre au plus haut point. Entre parenthèses, je n'oublie pas, je le signale, mais je ne l'analyse pas aujourd'hui, que dans cette voie d'ailleurs, on pourrait penser aussi à quelque chose, à des possibilités extra-picturales qui ont été utilisées et même parfois abusivement et qui ont tiré de plus en plus la peinture ou l'art plastique, non pas vers un approfondissement ou une variation proprement picturale, mais vers ce qu'on appelle l'installation. Donc l'art des installations entre d'une façon pleine et entière dans cette voie qui est dérivée à ce moment-là. Elle n'est plus exactement la même, mais elle lui appartient très certainement, puisqu'elle est aussi généralement contestataire, critique, ironique ou humoristique à l'égard de la vie quotidienne et de sa mutilation, pour nous conduire des mornes répétitions de l'habitude. Voilà une belle formule que vous pourriez retenir et copier. L'art qui nous conduit des mornes répétitions de l'habitude aux répétitions profondes de la mémoire. On en pense, ici je penserai plutôt à Proust et à l'entreprise de la recherche du temps perdu, qui est précisément quelque chose qui va conduire dans la recherche de la vérité de la vie à cette répétition profonde de la mémoire, puis aux répétitions ultimes de la mort, où se joue notre liberté. Et encore une fois, tout cela peut être rattaché par-delà ce que vise d'une façon précise à son époque Deleuze, ou dans ce texte, ou dans d'autres, celui qu'il a consacré à Francis Bacon est plus complet. Il tire également les analyses dans des sens un petit peu différents, mais il retrouve aussi des mêmes thèmes, et il y a chez Bacon, il y a aussi cette utilisation de ce que j'appelle
que Deleuze n'utilise pas beaucoup, mais que je ne refuse pas d'appeler la tendance allégorique ou allégorétique de l'art contemporain, à chercher du côté de la vanité baroque et de l'utilisation justement de la mort, sinon du crâne, tout au moins de la crucifixion, de visions tragiques chez Bacon, par exemple, qui sont assez fréquentes dans son œuvre. À rattacher au pop art aussi, d'ailleurs, en général, puisque je vous ai cité Andy Warhol, on pourrait en trouver d'autres. J'avais cité dans ce pop art, j'avais également attiré votre attention, mais enfin on le fera plus abondamment sur Kate Haring, mais qui ne participe pas tout à fait au même... Mais enfin, si on pourrait trouver, je pense, dans Kate Haring, des éléments graphiques qui ne sont pas du tout éloignés de ceux de Hansard, même peut-être d'ailleurs dans la stricte reproduction, dans les utilisations. Par exemple, cet homme qui est traversé, je vois que là-dedans, graphiquement, même dans la construction, on a l'impression que cette mort à la faux est également quelque chose qui pourrait se retrouver dans son abstraction beaucoup plus géométrique. On le voit également, quelqu'un aussi sur lequel j'attire votre attention et dont on pourra parler, qui est Liechtenstein. Je parle de ceux qui ont été présentés à Paris, d'ailleurs d'une façon assez récente. Donc c'est à vous de chercher justement des exemples et des analyses dans ce domaine qu'il s'agirait également d'appliquer d'ailleurs à d'autres arts que l'art pictural, mais comme je l'ai remarqué au début, qui est peut-être plus facile à illustrer et à aborder directement. Bon, je termine ici de façon à ne pas fatiguer l'attention. Je te donne la parole tout de suite, ou tu peux enchaîner si tu le veux, et également à la salle. Mais faites attention, rendez-moi les documentations, parce que je ne vais pas les perdre. Faites attention, ayez les yeux fixés dessus. Je te donne la parole. Thématique dont j'avais parlé, qui s'appelle Art et vie. Je n'ai rien. Je vais faire circuler. Non, je n'ai rien écrit, c'est absolument épouvantable. Je vais faire circuler ce carnet. C'est pas du tout. J'ai une table de présence, enfin pour ceux. C'est pour avoir à peu près quels sont les participants à ce séminaire. C'est ça, je vous ferai circuler, vous verrez. C'est un séminaire que je vais présenter moi-même, bien entendu, mais il y a, alors je compte sur des participations, et aujourd'hui, c'est un peu l'organisation du calendrier de ce trimestre qui va être fait. Là, c'est Thierry Briot qui est présent, doit intervenir également. Je te donnerai la parole d'ailleurs après que j'aurai fait une petite présentation. Il y en a d'autres, alors qui ne sont pas là d'ailleurs, mais sur lesquels je compte, et il faudra établir une programmation. Il y a également Alain Brossat, qui est professeur dans le département de philo, mais qui prend sa retraite, donc il est comme moi à partir de cette année, et il a l'amabilité
de s'associer pour les qualités formelles ou les qualités, d'une part les qualités représentatives, d'autre part les qualités formelles, mais en même temps les qualités de sens. Ici, il s'agit de quelque chose qui participe d'une façon large à ce qu'on appelle l'allégorie. Ce n'est pas une allégorie au sens propre du terme, mais c'est malgré tout quelque chose qui tient de l'allégorie, c'est-à-dire une histoire, une sorte de récit ou une sorte de trait, peut-être ici trait d'esprit, trait de calembour, qui renvoie vers des multiples réflexions, et comme je le disais, des réflexions de contestation, des réflexions critiques. Cet usage, alors je relie à cela, ce n'est pas non plus un coq à l'âne total, c'est quelque chose qui est contemporain, qui ne vise pas particulièrement en sort, qui est contemporain de la direction, on ne peut pas dire du mouvement de pensée et d'activité artistique dont il relève, c'est-à-dire une forme d'expressionnisme. C'est une remarque de Théodore Adorno dans Minima Moralia, exactement, je l'ai écrit. Je l'ai écrit ici pour que vous ayez. Ah, est-ce que j'ai quelque chose pour que vous ayez? Je pense que j'ai écrit ici un nom connu de tout le monde, mais enfin, je l'ai intervention également à ce séminaire, donc, mais il faudrait que l'on précise un petit peu le calendrier de façon à savoir à quel moment on pourra demander à Brossat de venir. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont faites. Maintenant, je vais faire une présentation d'ordre un peu théorique, mais autour d'un texte, et en particulier je ne sais pas où ils sont d'ailleurs ces textes que j'avais pris, donc puisque je n'ai pas les textes, ah si, je l'ai ici, en particulier le commentaire un petit peu de cette petite feuille que j'ai fait graviter autour de cette reproduction. Elle est en couleur là, elle est plus jolie en couleur qu'elle n'est en noir et blanc. Mais je n'en ai qu'une. Ah ben, en couleur, je la fais circuler aussi. Mais je n'ai que celle-là parce qu'ils n'ont pas de photocopieuse couleur ici au département. De sorte que j'ai donné au département, on l'a rendu en noir et blanc. Alors je suis un peu dépité, mais qu'est-ce que vous voulez, ça me fait rien. Alors, je disais dedans, il ne s'agit pas d'un séminaire consacré spécialement aux peintres. J'aime Ensor. Je ne sais pas comment se prononce Ensor. Alors je suppose qu'il le prononce et que ça se prononce Ensor, puisque c'est lui qui a fait une peinture qui est c'est un peintre belge de la fin du 19e et du début du 20e siècle, et qui a fait une peinture qu'il a intitulée, c'est pas celle-ci, d'ailleurs qu'il a intitulée avec un art en sort, l'art en sort, donc il y a une sorte de calembour qui n'est pas particulièrement spirituel, mais qui introduit dans l'activité artistique danseur et également de tout le courant d'activité artistique dont il fait partie, une note qui est une note d'humour
Et en même temps, cette note d'humour est une note critique, dans un sens extrêmement large, envers la peinture, envers la société, envers lui-même, envers les institutions, etc. Donc je l'ai pris parce que cette peinture attire incontestablement l'attention, mais elle est essentiellement ouverte. J'entends par là qu'elle est emblématique, en quelque sorte, d'une problématique de l'art contemporain qui est essentiellement, sinon la plurivocité, je crois qu'on pourrait dire la plurivocité et la multiplicité des directions, mais au moins l'ambiguïté du sens, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas ici de chercher uniquement, mais elles y sont, malgré tout. Adorno, comme beaucoup d'ailleurs, ça s'est fait, on le trouve de chez des auteurs comme Schopenhauer, Kierkegaard, et les Allemands aussi ont beaucoup aimé cela, donner des noms latins. Donc ce sont des réflexions, des petites réflexions, puisque minimal indique de caractère moral, en fait, ce sont des réflexions sur la situation du monde contemporain, où, comme il le dit, il étudie ce qu'il appelle la vie mutilée. C'est-à-dire la vie contemporaine est une vie mutilée, mutilée dans un sens également multiple dans ses significations, c'est-à-dire qu'elle est mutilée parce qu'elle est coupée de beaucoup de choses qui ont été abandonnées, un peu comme Marx au début et Engels au début du manifeste communiste, tout en critiquant l'ancien régime, tout en critiquant l'histoire antérieure et s'inscrivant dans une allure effectivement progressiste, révolutionnaire, parle cependant des valeurs qui ont été abandonnées, qui appartenaient à l'ancien temps, remontant jusqu'à l'époque médiévale, valeurs de fidélité, de chevalerie, de confiance en l'homme,